Mes parents ont exigé que j'accueille chez moi le mariage somptueux de mon frère, l'enfant chéri, après qu'il m'ait mis à la porte il y a des années. J'ai refusé, alors ils ont quand même prévu de me tendre une embuscade avec toute la noce. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais préparé en réponse. Je m'appelle Marc, j'ai 35 ans. Avant de vous raconter comment j'ai méticuleusement planifié et exécuté une riposte qui a transformé leur embuscade arrogante en l'humiliation publique et financièrement catastrophique la plus grande qu'ils auraient pu imaginer, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Tout a commencé par ce qui aurait dû être un parfait dimanche matin, le genre de matinée provençale paisible et ensoleillée qui vous donne l'impression d'avoir enfin réussi. J'étais assis sur la vaste terrasse en châtaignier de la maison que j'avais conçue moi-même, construite avec l'argent d'un studio de design graphique que j'avais créé à partir de rien. L'air était pur, portant l'odeur du jasmin et la faible odeur sèche des garrigues en contrebas. Avec une tasse de café chaude entre les mains, je ressentais un profond sentiment de paix. C'était mon sanctuaire. C'était la vie qu'ils juraient que je n'atteindrais jamais, le succès contre lequel ils avaient activement comploté. C'est alors que le bourdonnement strident de mon téléphone a déchiré le silence. Un numéro inconnu. Mon instinct me disait de l'ignorer, que rien de bon ne vient jamais d'un numéro inconnu un dimanche matin. Mais un instinct persistant et stupide m'a fait glisser pour répondre. Marc. La voix était plus mince que dans mon souvenir, tendue par l'âge, mais elle était aussi familière et importune qu'un cauchemar récurrent. C'était une voix qui s'était tue pendant 8 ans, pas depuis le jour où elle s'était tenue immobile dans l'embrasure de la porte, regardant mon père jeter mes affaires sur la pelouse comme s'il s'agissait d'ordures. C'était ma mère, Éléonore. Maman? Le seul mot semblait étranger dans ma bouche, tendu et cassant. Mon corps entier s'est raidi, un soldat se mettant au garde à vous. La paix parfaite du matin ne s'est pas seulement brisée, elle a explosé. Marc, chéri, ronronna-t-elle, la voix enrobée d'une fausse douceur épaisse qui m'a toujours donné la chair de poule, j'ai la plus merveilleuse des nouvelles. Ton frère, Julien, va enfin se marier. Je n'ai rien dit. Mon silence était un mur. Julien, l'enfant chéri, l'élu, le fils qui était allé à la faculté de droit comme un bon garçon, même s'il lui avait fallu 3 essais et un don généreux de mon père pour finalement y arriver. Il épouse Annabelle Dubois, du cercle privé. Son père est Franklin Dubois, de Dubois Investissement. Un homme très important. Elle marqua une pause, s'attendant clairement à ce que je sois impressionné, à ce que je halète devant le coup social qu'elle avait orchestré. J'ai pris une longue gorgée de mon café. Il était devenu froid de toute façon. Elle continua, imperturbable, nous avons cherché des lieux, et honnêtement, rien ne se compare à ta charmante maison. Nous avons tous décidé que la cérémonie aura lieu sur ta pelouse arrière. Cette vue magnifique sera tout simplement parfaite pour les photos. J'ai failli m'étouffer. L'audace pure et simple de la chose était comme une force physique. Ce n'était pas une demande, ce n'était même pas une exigence. C'était un décret royal. Non, ai-je dit. Le mot est sorti plat, froid et absolu. La douceur mielée de sa voix s'est aigrie. Comment ça, non, Marc? Ne sois pas égoïste. C'est pour ton frère. C'est pour le bien de la famille. Famille? Un rire court et amer s'est échappé de mes lèvres. Quelle famille? Vous m'avez mis à la porte. Vous m'avez dit, et je cite, que je n'étais plus un fils de cette maison. Vous ne m'avez pas adressé un seul mot en 8 ans. Nous ne sommes pas une famille. Sa voix est tombée à un murmure glacial. N'ose pas me parler sur ce ton. Nous sommes tes parents, et tu nous montreras du respect. De toute façon, il est trop tard pour ta petite protestation. Les invitations ont déjà été imprimées et envoyées avec ton adresse dessus. 200 des personnes les plus importantes de la ville s'attendent à être ici le samedi 15 septembre. Nous serons là, Marc, et tu ne feras pas de scène et n'embarrasseras pas cette famille devant les Dubois. Clic, elle a raccroché. Je suis resté figé sur ma propre terrasse, le téléphone serré dans ma main, mes jointures blanches. La menace flottait dans l'air, épaisse et suffocante. Ils allaient envahir ma maison, mon sanctuaire, le seul endroit sur terre que je m'étais taillé, et ils allaient l'utiliser comme accessoire de scène pour leur parfaite famille heureuse, une famille dont je n'avais jamais été assez bien pour faire partie. J'ai regardé les garrigues tentaculaires, la preuve tangible d'une vie construite sur les décombres de leur rejet. Ils pensaient que j'étais toujours ce gamin effrayé et brisé de 18 ans. Ils pensaient que je m'effondrerais. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire maintenant.
L'écho des tonalités s'est estompé, laissant un silence retentissant qui était plus fort que la voix de ma mère ne l'avait été. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Mon premier instinct immédiat a été d'appeler Georges. Il était plus qu'un ami, il était la seule famille que j'avais eue ces 8 dernières années. C'est lui qui s'était pointé avec 2 sacs de couchage et un pack de 6 bières la nuit où j'avais été mis à la porte, qui n'avait pas dit un mot mais s'était juste assis avec moi sur le trottoir jusqu'à l'aube. C'est lui qui avait cru en moi quand je n'avais absolument aucune raison de croire en moi-même. Georges, ai-je dit, ma voix tendue, dès qu'il a décroché. Tu dois t'asseoir. Tu ne vas pas croire le niveau de folie auquel je suis confronté en ce moment. J'ai raconté toute la conversation, ma voix tremblant d'un mélange de rage et d'incrédulité. Je lui ai parlé de l'exigence, du ton, de la menace, des 200 invités. Georges, fidèle à lui-même, a écouté sans interruption, son silence étant une présence réconfortante à l'autre bout du fil. Quand j'ai fini, il y a eu une longue pause. Alors, si je comprends bien, a-t-il finalement dit, sa voix dangereusement basse, après 8 ans de silence absolu, elle t'appelle, non pas pour s'excuser, non pas pour savoir comment tu vas, mais pour t'informer que ta maison est maintenant un lieu de mariage pour le frère qui est resté là à te regarder te faire jeter dehors? Ça résume à peu près la situation, ai-je dit, un goût amer dans la bouche. Et ils menacent de débarquer comme ça, comme une prise de contrôle hostile. C'est leur plan. Ils comptent sur le fait que je ne ferai pas de scène, que je ravalerai ma fierté pour éviter l'humiliation publique. C'est ce que je faisais toujours avant. Oui, avant, a souligné Georges. Tu n'es plus ce gamin, Marc. Alors, quel est le plan? On obtient une ordonnance restrictive. On barricade l'allée? Je ne sais pas, ai-je avoué, arpentant ma terrasse. Une ordonnance restrictive, c'est compliqué, c'est public, et ça donne l'impression d'être sur la défensive. Ils m'ont mis dans un coin. J'ai besoin de trouver un moyen de sortir du coin, pas seulement de construire des murs plus épais. Pendant que je parlais, le poids du passé s'est abattu sur moi comme un linceul physique. Je me suis affalé sur l'une des chaises de la terrasse, la belle matinée complètement oubliée. La scène d'il y a 8 ans se déroulait dans mon esprit, aussi nette et brutale que si c'était un film que j'étais obligé de revoir chaque jour. J'avais 18 ans, vibrant de cet optimisme pur et non dilué que seul un adolescent peut ressentir. J'étais assis dans le bureau imposant de mon père, une pièce qui sentait toujours le cuir, le cirage et le jugement silencieux. J'avais une lettre serrée dans ma main, une lettre d'acceptation de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, l'une des meilleures écoles d'art du pays. Elle était accompagnée d'une bourse partielle. C'était tout ce dont j'avais toujours rêvé. Papa, maman, avais-je dit, ma voix tremblant d'excitation, j'ai été accepté. J'ai été accepté aux beaux-arts. Mon père, Richard, un homme qui mesurait le monde en heures facturables et en victoires judiciaires, n'a même pas levé les yeux du mémoire juridique qu'il lisait. L'école d'art, avait-il ricané, les mots dégoulinant de dédain. J'espère que tu n'es pas sérieux. Nous n'allons pas payer une fortune pour que tu apprennes à faire de la peinture au doigt. Tu es inscrit au programme de pré-droit à l'université de la Sorbonne cet automne. Cette décision a été prise. Mais c'est mon rêve, papa, avais-je plaidé, ma voix diminuant sous son regard dédaigneux. Je suis doué pour ça. Des gens me paient déjà pour des commandes. Je peux construire une vraie carrière. Cela l'a fait lever les yeux. Ses yeux, de la couleur de l'acier froid, m'ont cloué à la chaise. Une carrière? A-t-il tonné, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Tu seras un bohème vivant dans un appartement sordide, mendiant des miettes. Tu seras une honte pour le nom de cette famille. Aucun fils à moi ne va gâcher sa vie avec de telles bêtises enfantines. Tu deviendras avocat. Tu seras respectable. Tu apporteras l'honneur à cette famille, pas la honte. Ma mère, Éléonore, se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, une statue de marbre silencieuse en signe d'accord. Elle était passée maître dans l'art de l'agression passive, de tout dire en ne disant rien du tout. Son silence était son verdict. Et mon jeune frère, Julien, alors âgé de 16 ans, regardait par-dessus son épaule, un petit sourire narquois et triomphant sur le visage. Il savait, à ce moment-là, qu'il venait de gagner. Il était le bon fils, l'héritier présomptif. Une vague de désespoir rebelle est montée en moi. Si je ne peux pas poursuivre mon rêve, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme, alors je n'irai pas à l'université juste pour vivre le tien. C'était la mauvaise chose à dire.
Le visage de mon père est passé de sévère à foudroyant. Il s'est levé d'un bond, la lourde chaise raclant contre le parquet. « Alors tu n'es plus mon fils » a-t-il rugi, sa voix faisant trembler les fenêtres même. « Si tu choisis cette vie pathétique, tu la choisis seul. Sors de ma maison, maintenant. » Ils ne m'ont pas seulement demandé de partir, ils m'ont effacé. Ma mère est allée dans ma chambre et a fait une seule valise avec une fureur froide et efficace. Ils l'ont jetée sur la pelouse. Mon père s'est tenu sur le porche et m'a dit que si j'essayais de les contacter à nouveau, il appellerait la gendarmerie. La porte d'entrée s'est refermée avec une finalité assourdissante. J'avais 18 ans, debout sur le trottoir avec une valise et 74 € en poche. J'étais absolument, terrifiante seule. « Marc ? Tu es là, mon pote ?» La voix de Georges était une bouée de sauvetage, me tirant des profondeurs glaciales du souvenir. « Oui, je suis là, » ai-je dit, la voix pâteuse. Je me souvenais juste. « Ne fais pas ça » a dit Georges sévèrement. « Ne les laisse pas te ramener là-bas. Ce type est parti. Tu es le type qui possède une maison avec vue sur les garrigues maintenant. Souviens-toi de ça. Regarde, s'ils ont déjà imprimé les invitations, il doit y avoir un site web pour le mariage. Trouve-le. Vois quel mensonge il raconte. Savoir, c'est pouvoir. Il avait raison. J'ai raccroché et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Cela a pris moins de 30 secondes. Mariage Julien Leclerc et Annabelle Dubois. Le premier résultat était un lien vers un site web léché et professionnel. Et là, remplissant l'écran, il y avait une photo panoramique à couper le souffle de ma maison au coucher du soleil. Ma maison. Mon foyer. Le titre disait « Rejoignez-nous pour une soirée magique au magnifique domaine familial Leclerc ». Le domaine familial Leclerc. Le mensonge était si éhonté, si audacieux, qu'il m'a presque coupé le souffle. J'ai cliqué sur les pages. Il y avait une galerie de photos présentant ma piscine à débordement, mon jardin méticuleusement aménagé, la terrasse sur laquelle j'étais assis en ce moment même. C'étaient des photos immobilières professionnelles, probablement récupérées de l'ancienne annonce. Ils avaient une page RSVP déjà remplie de dizaines de réponses positives, une liste de cadeaux avec des articles coûtant des milliers d'euros. Ils n'avaient pas seulement décidé d'utiliser ma maison, ils avaient coopté toute ma vie, mon succès, et le portaient comme un costume pour impressionner leurs riches amis. Alors que je regardais l'écran, un souvenir différent s'effrayait un chemin à travers la colère, un souvenir bienveillant. Ma marraine, Béatrice, la sœur aînée de mon père, le mouton noir de la famille. C'était une peintre brillante et excentrique qui vivait à Aix-en-Provence et sentait toujours la térébenthine et la sauge. C'était la seule à avoir jamais encouragé mon art, à m'envoyer des carnets de croquis pour mon anniversaire au lieu de bons du trésor. Elle était décédée d'un cancer quand j'avais 20 ans. La famille m'avait fait comprendre douloureusement que je n'étais pas le bienvenu à l'enterrement. Mais je me souvenais d'une lettre qu'elle m'avait envoyée juste avant la fin. Je gardais une petite boîte de choses significatives, mon premier prix de design, une photo de moi et Georges à notre remise de diplôme du lycée, quelques autres souvenirs. Je savais qu'elle était là-dedans. J'ai trouvé la boîte au fond du placard de mon bureau et j'ai soulevé le couvercle. Elle était là, au-dessus d'une pile de vieux croquis. Son écriture était tremblante mais élégante. La lettre était pleine d'amour et d'encouragement, mais c'est le dernier paragraphe qui m'a coupé le souffle. J'ai veillé à ce que tu sois pris en charge, mon cher Marc, avait-elle écrit. Je t'ai laissé quelque chose dans une fiducie. Ton père en est l'exécuteur testamentaire, mais il ne peut pas y toucher. C'est bloqué jusqu'à tes 35 ans. Ce n'est pas une fortune, mais c'est assez pour te donner un vrai départ, ou un coup de pouce si tu as déjà commencé. Ne les laisse pas t'en intimider. C'est ton héritage de ma part. J'avais 35 ans maintenant. La fiducie. J'avais complètement oublié ça dans ma course désespérée pour construire une vie, ma fierté féroce de tout faire moi-même, et mon désir de n'avoir rien à voir avec cette famille. Je n'avais jamais cherché à savoir. Mon téléphone a sonné à nouveau. Un numéro familier cette fois. Ma tante Carole, la sœur de ma mère, la chargée d'information et de culpabilisation désignée de la famille. Marc, chérie, c'est ta tante Carole, a-t-elle commencé, sa voix dégoulinant d'une sollicitude sirupeuse. Ta mère m'a dit que vous aviez eu une petite discussion. Je voulais juste appeler pour voir comment tu tenais le coup. Je vais bien, tante Carole, ai-je dit, ma voix monocorde. Oh, bien. Tu sais, Marc,
ta mère est tellement fière de Julien. Ce mariage est une très grosse affaire pour la famille. Une chance pour un nouveau départ, surtout après, eh bien, tu sais, après que la petite entreprise de Julien ait eu besoin de cette grosse injection d'argent l'année dernière. Ce mariage avec Annabelle est une aubaine. Mon sang s'est glacé. Les mots flottaient dans l'air, bourdonnant comme des frelons en colère. Grosse injection d'argent l'année dernière. Quelle entreprise était-ce, ai-je demandé, luttant pour garder ma voix désinvolte. Oh, une sorte de start-up technologique. C'était très compliqué. Tout ce que je sais, c'est que tes parents ont remué ciel et terre pour lui obtenir l'investissement dont il avait besoin. Ce sont des parents tellement merveilleux et solidaires. J'ai senti une suspicion sombre et laide commencer à se former au creux de mon estomac. Une fiducie qui venait d'arriver à échéance, un frère qui avait soudainement besoin d'une grosse injection d'argent, ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était trop net, trop propre. Je dois y aller, tante Carole, ai-je dit, ma voix sèche. Bien sûr, chérie. Souviens-toi juste que la famille est la chose la plus importante. Essaie d'être heureux pour ton frère. J'ai raccroché, mon esprit tournant à 1000 à l'heure. Les pièces s'emboîtaient pour former une image si laide qu'elle m'a donné la nausée. Il ne s'agissait plus seulement d'un mariage. Il s'agissait de quelque chose de bien plus sinistre. J'ai immédiatement rappelé Georges. Georges, ai-je dit, ma voix basse et dangereuse, c'est pire, bien pire. Je crois qu'ils ont volé mon héritage. Le lundi matin suivant ressemblait à l'aube d'une guerre. Le soleil provençal brillait, mais tout ce que je ressentais était une résolution froide et d'acier. Le premier nom sur ma liste de choses à faire était Maître Abernathy, l'avocat âgé qui avait géré la succession de ma marraine Béatrice. J'ai trouvé le numéro de son cabinet en ligne et j'ai composé, mes jointures blanches alors que je serrais le téléphone. Après avoir navigué dans un labyrinthe de menus automatisés, j'ai finalement atteint un être humain, une réceptionniste à la voix joyeuse. Cabinet Abernathy, Cromwell et Finch, comment puis-je vous aider? J'aimerais parler à Maître Abernathy, s'il vous plaît. Je m'appelle Marc Leclerc. Je suis désolé, monsieur, Maître Abernathy est semi-retraité et ne prend que des rendez-vous. C'est une affaire personnelle, ai-je insisté, une note d'urgence dans ma voix. Cela concerne la succession de sa sœur, Béatrice Leclerc. S'il vous plaît, dites-lui simplement que je suis en ligne. Elle a soupiré, le son d'une réticence bureaucratique, mais m'a mis en attente. La musique d'attente était un morceau classique générique et insignifiant qui m'agaçait les nerfs déjà à vif. J'arpentais mon bureau, mes pas faisant écho au rythme frénétique de mon cœur. Chaque seconde qui passait ressemblait à une heure. Finalement, une voix rauque s'est fait entendre. Marc? Marc Leclerc? C'est vraiment toi, fiston? Maître Abernathy? Oui, c'est moi. Merci d'avoir pris mon appel. Bien sûr, bien sûr. J'aimais tellement ta marraine. Une vraie originale, celle-là. J'ai été si désolé d'apprendre la brouille avec tes parents. Béatrice avait le cœur brisé. Elle était unique en son genre, ai-je convenu, la gorge nouée. Monsieur, j'appelle au sujet de la fiducie qu'elle a établie pour moi. Dans sa lettre, elle disait qu'elle arriverait à échéance à mon 35e anniversaire. C'était le mois dernier. J'ai entendu le bruissement de papier à son extrémité. Ah oui, la fiducie supplémentaire Béatrice Leclerc. Un instrument intelligent. Laissez-moi juste récupérer le dossier. Tout est numérisé maintenant, vous savez, beaucoup plus efficace. Encore du bruissement. Nous y voilà. Oui, la fiducie est arrivée à échéance comme prévu. Le capital intégral a été déboursé il y a quelques semaines, conformément aux instructions. Mon estomac s'est noué. Déboursé? Je n'ai reçu aucun fonds, Maître Abernathy. Je n'ai signé aucun document. La ligne est restée silencieuse un moment. Le bruissement des papiers est devenu plus urgent. Eh bien, c'est très irrégulier. Mes dossiers indiquent que le formulaire d'autorisation de décaissement a été reçu et traité. Les fonds aux 200 000 €, pour être exact, ont été virés sur le compte désigné du bénéficiaire. Y a-t-il un moyen, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure, que vous puissiez m'envoyer par email une copie de ce formulaire d'autorisation signé? Bien sûr, Marc. Je vous l'envoie à votre adresse email enregistrée dès maintenant. Faites-moi savoir si vous ne le recevez pas, la notification par email a retenti presque instantanément.
L'objet indiquait « Autorisation de décaissement au fiducie B. Leclerc ». Ma main tremblait tellement que j'ai raté le tapis de souris lors de ma première tentative pour l'ouvrir. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai cliqué à nouveau. Le document était un formulaire financier standard et austère. Mes yeux ont parcouru le jargon juridique jusqu'à la ligne de signature en bas. Il était écrit « Marc D. Leclerc ». Mon nom. Ma signature. Sauf que ce n'était pas ça. C'était une contrefaçon pathétique, presque comique. L'inclinaison était complètement fausse, trop droite. Le M était trop arrondi, et la boucle du L était un cercle maladroit et enfantin. On aurait dit que quelqu'un avait décalqué une ancienne signature, quelqu'un qui ne connaissait pas le flux naturel de mon écriture. C'était le genre de contrefaçon que mon frère Julien aurait tenté pour un mot d'excuse au lycée. Mais Julien n'aurait pas su comment accéder à ça. Mon père, en revanche. Mon père était l'exécuteur testamentaire de Béatrice. Il aurait eu tous les documents. Il aurait connu la date exacte à laquelle la fiducie arrivait à échéance. Il aurait su exactement ce qu'il faisait. Les pièces ne se sont pas seulement emboîtées, elles se sont percutées avec la force d'un accident de voiture. Mon père avait falsifié ma signature. Il avait volé mon héritage. 200 000 €. La grosse injection d'argent que tante Carole avait si utilement mentionnée pour la dernière entreprise ratée de Julien. Ce n'était pas seulement un coup de main d'un parent solidaire. C'était un vol qualifié. C'était mon argent, légué par la seule personne de ma famille qui m'ait jamais vraiment vu. Et ils l'avaient détourné pour alimenter les ambitions de leur enfant chéri. Une vague de nausées chaudes et vertigineuses m'a envahi. J'ai dû m'agripper au bord de mon bureau, ma vision se rétrécissant. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. C'était une violation d'une confiance sacrée, une trahison si profonde qu'elle ressemblait à une blessure physique. Pendant 8 ans, ils avaient prétendu que j'étais mort pour eux. Mais c'était un mensonge. Je n'étais pas mort pour eux. J'étais un compte bancaire secret et non surveillé qu'ils pouvaient piller quand bon leur semblait. J'ai passé les heures suivantes dans une fureur froide et méthodique. J'ai appelé la banque qui avait géré la fiducie, me faisant passer pour le fils inquiet essayant de retracer une transaction familiale. J'ai réussi à obtenir les détails du virement d'un représentant du service clientèle compatissant. L'argent avait été transféré du compte de la fiducie vers un compte d'épargne personnelle au nom de Richard Leclerc. De là, une série de virements ultérieurs ont été effectués vers un compte courant d'entreprise pour une société appelée Julien Venture SAS. Une recherche rapide en ligne a confirmé que la société avait été officiellement dissoute il y a 3 mois, ses actifs étant répertoriés comme nuls. L'argent avait disparu, s'était volatilisé. Au moment même où j'absorbais toute l'ampleur essayurante du vol, mon téléphone a sonné. Un numéro local inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais j'étais dans un état d'hypervigilance. Allô ? Puis-je parler à Marc, s'il vous plaît, demanda une voix féminine enjouée. Parfait. C'est Maria, de Événements Élégants Traiteurs. J'appelle juste pour une confirmation finale pour le magnifique mariage de Julien Leclerc et Annabelle Dubois, prévu le 15 septembre dans votre charmante propriété. Nous sommes tous si excités. J'appelle juste pour confirmer le calendrier de paiement final. Nous avons reçu la compte initiale, et le solde restant de 45 000 € sera dû une semaine avant l'événement. Je voulais juste m'assurer que vous étiez prêt à vous en occuper. J'ai figé, le téléphone me semblant un bloc de glace contre mon oreille. Mon cerveau bégayait, essayant de rattraper son retard. Je suis désolé, pourriez-vous répéter ça ? Quel acompte ? L'acompte de 15 000 € que vous avez versé chez nous le mois dernier, dit-elle, sa gaieté faiblissant pour laisser place à la confusion. Il a été débité de la carte de crédit Visa se terminant par 4277, émise au nom de Marc Leclerc. Mon sang ne s'est pas seulement glacé, il s'est transformé en glace solide. Cette carte, c'était une carte supplémentaire du compte de mon père que j'avais eu à l'université pour les urgences. Je l'avais découpé et jeté il y a 8 ans, en supposant que le compte était fermé. Ils ne l'avaient jamais annulé. Ils avaient gardé le numéro. Et ils venaient de l'utiliser pour verser un acompte non remboursable sur une facture de traiteur de 45 000 € à mon nom. Ils ne prévoyaient pas seulement d'envahir ma maison, ils prévoyaient de me faire financer toute cette affaire extravagante. L'audace pure et simple de la chose était presque impressionnante. Pendant une fraction de seconde, ce vieux sentiment d'impuissance est revenu, le sentiment d'être un petit garçon pris dans un jeu avec des géants cruels qui écrivaient toutes les règles. Le désespoir était un poids physique,
appuyant sur ma poitrine, murmurant « c'est trop. Laisse tomber. Laisse-les gagner. C'est plus facile. » Mais alors, mes yeux se sont posés sur la signature falsifiée sur mon écran d'ordinateur. J'ai pensé aux mots gentils et encourageants de Béatrice dans sa lettre. J'ai pensé aux 8 années de silence, de lutte, de la fierté que j'avais ressentie en construisant cette vie, brique par brique douloureuse. Le désespoir ne s'est pas seulement évanoui, il s'est consumé. Il s'est consumé, laissant derrière lui une colère si pure, si froide, si mortellement concentrée qu'elle ressemblait à une arme. Il pensait que j'étais faible. Il pensait que j'étais toujours ce gamin brisé qu'il pouvait manipuler et jeter à volonté. Ils avaient fondamentalement mal compris qui j'étais devenu en leur absence. J'ai décroché le téléphone et j'ai composé le numéro de Georges. Ma main était parfaitement stable. Ils ont commis une fraude criminelle, Georges, ai-je dit, ma voix calme et totalement dépourvue d'émotion. Ils ont volé 200 000 € de mon héritage, et ils viennent d'essayer de me faire porter le chapeau pour une facture de traiteur de 45 000 €. C'est fini. Ce n'est pas un drame familial. C'est une entreprise criminelle. Et je vais la démanteler, pièce par pièce. Les 48 heures qui ont suivi ont été une masterclass de chaos contrôlé. Ma colère s'était refroidie, passant d'un feu déchaîné à un faisceau laser. Mon premier appel après ma révélation à Georges a été un deuxième appel à Georges. J'ai besoin de parler à ton oncle, ai-je dit, sans préambule. Le juge Thompson. Je ne demande pas une faveur ni qu'il enfreigne les règles. J'ai besoin d'un café de 30 minutes, officieux. J'ai besoin de comprendre la stratégie. J'ai besoin de savoir comment pense un homme puissant quand il est acculé. Georges, sentant le changement dans ma voix, passant du désespoir à la détermination, a simplement dit « Je vais arranger ça ». Nous nous sommes rencontrés le lendemain matin dans un café tranquille et démodé, loin de nos quartiers habituels. Le juge Thompson était une figure imposante, même en polo décontracté. Il avait une façon de vous regarder qui donnait l'impression qu'il lisait les notes de bas de page de votre âme. Je n'ai pas perdu de temps avec les plaisanteries. J'ai exposé toute l'histoire, méthodiquement, chronologiquement, la répudiation, les 8 années de silence, la demande de mariage, l'héritage volé, la signature falsifiée, la facturation frauduleuse du traiteur. J'ai glissé un dossier sur la table contenant des copies des documents clés. Il a écouté attentivement, son regard fixé sur mon visage, sans toucher à son café. Quand j'ai fini, il a ouvert le dossier et a examiné la contrefaçon et les relevés bancaires. Il est resté silencieux pendant 1 minute entière, son expression sombre. « Marc, a-t-il finalement dit, sa voix un grondement sourd. Premièrement, ce que ta famille a fait est répréhensible. Deuxièmement, cela a dépassé de loin une simple querelle domestique. Faux en écriture, fraude électronique, fraude à la carte de crédit, ce sont des crimes fédéraux graves. Poursuivre une affaire pénale est une voie, mais elle est longue, brutale et émotionnellement épuisante. Cela peut prendre des années, et le résultat n'est jamais certain. » Il s'est penché en avant, ses yeux se fixant sur les miens. La voie civile est différente. Elle est plus propre. Il s'agit de restitution et de justice selon tes termes. Il s'agit de les frapper aux 2 endroits qui leur causeront le plus de douleur, leur compte bancaire et leur réputation publique. Il a tapoté le dossier. Tu as une montagne de preuves, mais tu as besoin de plus que des preuves. Tu as besoin d'une arme pour protéger ta maison le 15 septembre. Un simple nom est un bouclier fragile. Tu as besoin d'une forteresse juridiquement impénétrable. Tu as besoin d'un contrat préexistant, à toute épreuve, juridiquement contraignant, qui rend leur simple présence sur ta propriété un acte criminel sans ambiguïté. Il s'est adossé et a pris une longue gorgée de son café. Ce n'est pas mon domaine. Tu as besoin d'un avocat plaidant, un vrai requin. Je connais la meilleure avocate civile du pays pour ce genre d'affaires. Elle s'appelle Jessica Allègre. Elle ne se contente pas de gagner des procès, elle anéantit ses adversaires. Dis-lui que je t'envoie. J'ai quitté ce café avec un plan de bataille. Je ne me défendais plus, je passais à l'offensive. Mon prochain mouvement ce jour-là aurait pu sembler sentimental, mais il était stratégique. Ce soir-là, je suis allé à une collecte de fonds pour le centre communautaire LGBTQ+ local. Après avoir été exilé par mes propres parents de sang, j'avais trouvé un sentiment tranquille d'appartenance dans des communautés construites sur le choix et l'acceptation. J'avais été un donateur modeste mais régulier pendant des années, et je connaissais la directrice du centre,
une femme pleine d'énergie nommée Sophie. Je l'ai trouvée près de la table des enchères silencieuse, l'air épuisé. Soirée difficile, Sophie, ai-je demandé. Elle a soufflé une mèche rebelle de cheveux violets de son visage. Oh, salut Marc. Tu n'as aucune idée. Notre lieu principal pour le grand festival de la fierté dans le parc le mois prochain vient d'annuler. Une sorte de violation de permis absurde. Maintenant, nous sommes dans une impasse massive. Nous avons besoin d'un espace extérieur pouvant accueillir quelques milliers de personnes, et tout est soit complet, soit veut nous facturer une fortune que nous n'avons pas, et voilà. L'univers ne m'a pas seulement murmuré la réponse, il me l'a hurlé à travers un mégaphone. La dernière pièce brillante et dévastatrice de ma stratégie s'est mise en place. C'était plus que parfait, c'était une justice poétique du plus haut niveau. Sophie, ai-je dit, un sourire lent et délibéré se dessinant sur mon visage, et si je te disais que j'ai une solution ? Que dirais-tu d'organiser ton festival de la fierté dans un domaine privé de plusieurs hectares à flanc de colline, avec l'une des meilleures vues de la région, entièrement gratuitement ? La mâchoire de Sophie est tombée. Chez toi, Marc ? Tu es sérieux ? Ça nous sauverait. Ce serait incroyable. Je suis très sérieux, ai-je dit, mon sourire s'élargissant. J'ai une seule condition non négociable, la date. N'importe quoi, dis-le. Ce doit être le samedi 15 septembre. Le lendemain, je suis entré dans le bureau du centre-ville de Jessica Allègre. Elle était exactement comme décrite, impeccablement habillée, dégageant une aura de compétence létale. Son bureau était minimaliste, moderne et surplombait toute la ville. Je n'ai pas perdu son temps. J'ai présenté le dossier de preuve. Elle a examiné les documents avec une concentration terrifiante, ses yeux perçants ne manquant rien. Un lent sourire prédateur s'est formé sur ses lèvres. C'était le sourire d'un requin qui venait de sentir le sang dans l'eau. Monsieur Leclerc, dit-elle, sa voix douce comme de la soie mais avec une pointe d'acier, ce n'est pas un procès, c'est une exécution publique. Nous allons demander le principal du vol, 8 ans d'intérêts composés, la restitution intégrale des frais frauduleux, et des dommages-intérêts punitifs pour infliction intentionnelle et malveillante de détresse émotionnelle. Leur comportement est si flagrant, si au-delà des limites, qu'un jury fera la queue pour vous accorder des dommages-intérêts. Puis je lui ai parlé de mon plan pour le festival de la fierté. Elle s'est adossée à sa chaise et a laissé échapper un petit rire. C'était un son d'admiration professionnelle pur et sans mélange. Oh, c'est magnifique, a-t-elle murmuré. Ce n'est pas seulement juridiquement à toute épreuve, c'est psychologiquement dévastateur. J'adore ça. Nous avons passé le reste de la journée avec son équipe à rédiger les contrats et les avis juridiques. La plainte était rédigée, prête à être déposée à 9 h le lundi 17 septembre. Le contrat louant ma propriété au centre communautaire pour le festival a été accéléré, signé et notarié avant la fin de la journée ouvrable. J'ai payé tous les permis imaginables pour un événement massif, une police d'assurance, une équipe de sécurité privée et un détachement de policiers en congé pour gérer la circulation, le contrôle des foulées, surtout, les invités non désirés. Dans les 2 semaines qui ont suivi, ma propriété est devenue un terrain de rassemblement. Des camions de livraison arrivaient à des heures indues, déposant des échafaudages, du matériel de sonorisation, des appareils d'éclairage et des toilettes portables, tous stockés discrètement dans mon grand garage et derrière la maison d'amis. Pendant tout ce temps, ma famille est restée silencieuse. Pas un seul appel ni SMS. Je savais ce qu'ils pensaient. Ils pensaient que mon silence était une capitulation. Ils m'imaginaient tondre la pelouse avec ressentiment, préparant ma maison pour leur triomphe glorieux. Ils riaient, trinquaient à leur victoire, assurés de leur pouvoir sur moi. Ils vivaient dans un fantasme magnifiquement construit, et je construisais tranquillement, méthodiquement, la bombe qui allait tout faire voler en éclats. Le matin du 15 septembre s'est levé, clair et incroyablement limpide. Un vent chaud de Mistral bruissait les feuilles de ma terrasse. L'air n'était pas rempli de l'énergie nerveuse d'un mariage, mais du rythme palpitant de la musique pop et du joyeux brouhaha croissant de centaines de voix. À 10 h, ma maison avait subi une métamorphose complète. La vaste pelouse principale, où ma mère avait imaginé un hôtel drapé de fleurs, était maintenant dominée par une scène immense. Une bannière arc-en-ciel de la taille d'un petit bus était tendue en travers du sommet, ses lettres blanches audacieuses proclamant « L'amour est l'amour ». Des food trucks, un convoi vibrant de délices culinaires, étaient garés le long de l'allée sinueuse, diffusant des arômes de crêpes, de pizzas et de grillades dans l'air. Une mer de gens, un kaléidoscope d'âge, de genre et d'origine,
affluaient sur la propriété, leurs visages illuminés de joie. Sophie et son équipe avaient fait des miracles. Ma maison, mon sanctuaire de solitude, ne s'était jamais sentie aussi pleine de vie, aussi pleine de bonheur authentique et sans mélange. C'était une célébration de tout ce contre quoi ma famille se dressait. À 14h30 précise, l'heure d'arrivée imprimée en élégante écriture sur les invitations frauduleuses, le premier signe de l'invasion est apparu. Une procession funèbre de 5 limousines noires étincelantes a commencé sa lente et arrogante montée sur ma longue allée sinueuse. Je me tenais sur le balcon du 2e étage de mon bureau, un point de vue élevé surplombant toute l'entrée. J'ai senti un calme étrange et puissant s'installer en moi, l'immobilité dans l'œil d'un cyclone que j'avais conçu. Georges se tenait à côté de moi, son téléphone stable, son objectif capturant la scène en contrebas. Jessica, mon avocate, était positionnée discrètement près du portail principal, un portefeuille en cuir sous le bras. Et le sergent Moulin, un homme dont le calme dégageait une autorité, se tenait avec 2 de ses officiers en congé, prêts. L'échiquier était en place, les pièces étaient en mouvement. La limousine de tête s'est arrêtée juste avant le portail principal, qui était maintenant flanqué de 2 bénévoles du festival souriant tenant des presse-papiers. La portière arrière de la limousine s'est ouverte et mon père, Richard, s'en est extirpé. Il était moulé dans un smoking d'une taille trop petite, son visage empourpré par un mélange de chaleur et d'importance personnelle. Ma mère, Éléonore, est apparue ensuite, une vision cassant en soie champagne et un chapeau ridiculement grand, son visage un masque soigneusement construit de triomphe suffisant. Puis est venu mon frère, Julien, l'air pâle et en sueur dans son costume, suivi de sa future épouse, Annabelle Dubois, qui ressemblait moins à une mariée rougissante qu'à une otage terrifiée. Des voitures suivantes, les parents d'Annabelle, M et Madame Dubois, notoirement conservateurs et obsédés par l'image, sont sortis, ainsi que mon cousin traître, David, et une coterie d'autres parents, tous vêtus de leurs plus beaux atours. Mon père, ignorant complètement les bénévoles, s'est dirigé vers le portail en fer et l'a secoué avec impatience. « Allez, ouvrez ça » a-t-il aboyé, non pas à quelqu'un en particulier, mais au monde en général. La noce est arrivée. Un jeune homme aux yeux gentils et un pins arc-en-ciel sur son t-shirt s'est avancé. « Je suis tellement désolé, monsieur » a-t-il dit avec une politesse inébranlable, mais c'est un événement privé payant aujourd'hui, le festival Fierté dans les collines. Êtes-vous sur la liste des invités ? Mon père l'a regardé comme s'il venait de commencer à parler en langue. « Qu'est-ce que tu viens de me dire » a-t-il bredouillé. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ce bruit ? Ce cirque ?» Il a agité une main dédaigneuse et dégoûtée vers un groupe de personnes à proximité qui riaient et agitaient de petits drapeaux de la fierté. Sophie, la directrice du festival, s'est avancée, son presse-papier tenu comme un bouclier. « C'est notre collecte de fonds annuelle, monsieur » a-t-elle dit, sa voix claire et ferme. Et tout ce domaine a été légalement et contractuellement loué au centre communautaire pour la durée de la journée. C'est à ce moment-là que ma mère, ses yeux parcourant la propriété avec une panique croissante, m'a finalement repéré sur le balcon. « Marc » a-t-elle hurlé, sa voix une chose perçante et laide. Elle a pointé un doigt tremblant, son gant couleur champagne rendant le geste d'autant plus dramatique. « Qu'est-ce que cela signifie ? Tu gâches le jour spécial de ton frère. » J'ai descendu lentement l'escalier extérieur en colimaçon, délibérément, laissant leur fureur monter. J'ai traversé la pelouse et me suis arrêté à une distance de sécurité de 3 mètres du portail, les forçant à me regarder à travers les barreaux comme les intrus qu'ils étaient. « Le jour spécial de mon frère » ai-je demandé, ma voix amplifiée par le silence soudain et expectant. « Mère, je crois que j'ai été explicitement clair avec toi au téléphone. » J'ai dit le non. Tu as choisi de ne pas écouter. Ce n'est pas mon problème. Nous sommes tes parents, a rugi Richard, sa voix se brisant de rage impuissante. C'est la maison de notre famille. Tu vas ouvrir ce portail, et tu vas arrêter ce spectacle de monstres, tout de suite. Il a saisi les barreaux de fer et les a secoués violemment, son visage devenant d'un violet tacheté et dangereux. En fait, ai-je dit, ma voix tombant à un ton froid et clinique que je savais l'exaspérerait plus que des cris ne l'auraient jamais fait, c'est ma maison, achetée avec mon argent, gagnée grâce à la carrière que vous avez qualifiée de fantasme enfantin. Et aujourd'hui, cette propriété est le site légalement sanctionné du festival Fierté dans les collines. Vous, et les 200 invités qui sont sur le point d'arriver et de trouver ça, n'êtes pas invités. Légalement, vous êtes classés comme des intrus. Comme s'il était invoqué par le mot lui-même, le sergent Moulin s'est avancé.
Sa simple taille et l'autorité de son uniforme ont eu un effet modérateur immédiat sur la scène. Monsieur, a-t-il dit, s'adressant à mon père d'une voix impeccablement polie mais ne laissant aucune place à la discussion, mes officiers et moi avons personnellement examiné les permis de l'événement, les documents d'assurance et le contrat de location signé. C'est un événement privé légitime. Le propriétaire de la propriété a clairement indiqué qu'il ne veut pas de vous ici. Je vous demande formellement, ainsi qu'à votre groupe, de quitter les lieux immédiatement. Le sang s'est retiré du visage de mon père. Il a regardé l'officier au visage de Pierre, la mère de drapeaux arc-en-ciel, puis moi, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Il était complètement vaincu. Ma mère avait l'air d'avoir été giflée. La mâchoire de Julien était lâche, son aura de Golden Boy se dissolvant dans une flaque de confusion pathétique. Mais c'est la réaction de Monsieur Franklin Dubois qui a été la vraie victoire. Il s'était tenu en retrait, observateur silencieux, son visage un nuage d'orage d'incrédulité et d'horreur naissante. Cet homme, dont le monde entier était construit sur la réputation, le contrôle et les apparences conservatrices, assistait à un spectacle public de dysfonctionnement. Il voyait un patriarche hurlant et irrationnel, une matriarche criarde et hystérique, et un marié faible et sans caractère. Il voyait la laide vérité derrière la façade soigneusement polie des Leclerc. Il a fait un pas décisif en avant, son visage taillé dans le granit. Il a saisi fermement le bras de sa fille. « Annabelle, a-t-il dit, sa voix un ordre bas et létal, nous partons. » « Mais papa, balbutia Annabelle, les yeux écarquillés de panique alors qu'elle regardait son père puis Julien, le mariage, ma robe. « Il n'y a pas de mariage, a déclaré Monsieur Dubois, son regard froid balayant ma famille avec un air de profond mépris. Il a fixé ses yeux sur Julien. « Et vous et moi aurons une conversation sur l'avenir de Dubois Investissement Capital dans votre petite entreprise dès lundi matin. » La menace était tacite mais absolue. Il s'est retourné, guidant sa femme abasourdie et sa fille en larmes vers leur limousine sans un seul regard en arrière. Ce fut le coup de grâce. Le barrage du sang-froid de ma famille a cédé. Les sanglots d'Annabelle étaient audibles. Ma mère marmonnait, humiliée, complètement humiliée. Et mon père puissant et intouchable, a complètement perdu le contrôle. Il a déversé un torrent d'injures sur moi, un flot d'invectives et de menaces civiles, si pleines de haine, qu'il a mis à nu le cœur pourri de l'homme. Et le téléphone de Georges, depuis le balcon au-dessus, a capturé chaque mot accablant. Le sergent Moulin en a finalement eu assez. « Monsieur, ça suffit. Vous pouvez partir de votre propre chef, ou vous pouvez partir menotter. Le choix vous appartient. » Il n'y avait pas de choix. Vaincus, déshonorés et publiquement démantelés devant leur père et leur sauveur financier, ils se sont retirés. Ils sont retournés en traînant les pieds vers leur limousine, un défilé brisé et pathétique d'échecs. Alors que leur voiture effectuait un maladroit demi-tour en 3 temps et s'éloignait dans la honte, une acclamation joyeuse et spontanée a éclaté parmi les participants au festival qui avaient assisté à tout le drame. J'ai levé les yeux vers Georges, qui m'a fait un signe de tête solennel et respectueux. Je n'avais pas seulement défendu ma maison, je les avais exposés. J'avais utilisé la scène même qu'ils cherchaient à coopter pour leurs mensonges afin de diffuser la vérité indéniable de ce qu'ils étaient réellement. La victoire était absolue. Les conséquences immédiates ont été une cascade d'événements, chacun étant le résultat direct de cette scène désastreuse à mon portail. La vidéo enregistrée par Georges n'a jamais fuité dans les tabloïds ou sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas nécessaire. Elle a été déployée avec une précision chirurgicale par le bureau de Jessica comme pièce à conviction clé. Mais les vrais dégâts ont été causés par le bouche à oreille, se propageant comme une traînée de poudre dans le petit monde incestueux que mes parents habitaient. Le premier domino à tomber fut Julien. Il m'a appelé cette nuit-là, sa voix un désordre rauque et hystérique. « C'est toi. C'est toi qui as fait ça », a-t-il hurlé au téléphone, ses mots ponctués de sanglots désespérés. « Tu as ruiné ma vie. Annabelle m'a quitté. Elle ne veut même plus prendre mes appels. Son père m'a appelé personnellement. Il a dit, et je cite, « Notre relation commerciale est terminée avec effet immédiat. Il retire tous ses financements. Mon entreprise est finie. Tout est parti. C'est entièrement de ta faute. » J'ai écouté sa tirade, ne ressentant rien d'autre qu'un vide profond et las. « Ma faute », ai-je finalement dit, ma voix froide et égale. J'ai dit non à maman. J'ai clairement exprimé ma position. Vous avez tous pris un risque calculé. Vous avez parié que j'étais toujours le même gamin faible que vous pouviez manipuler. Vous avez perdu.
Ce ne sont pas mes fautes, Julien. Ce sont les conséquences de tes propres actions. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse bredouiller un autre mot. Le lendemain matin, à 9h01, Jessica Allègre a déposé notre plainte civile de 2 millions d'euros. Le dépôt au tribunal, un document public, détaillait chaque accusation avec une minutie exaspérante, le vol de l'héritage via une signature falsifiée, l'utilisation frauduleuse de ma carte de crédit, le complot en vue d'une intrusion. Un huissier de justice a remis des copies au domicile de mes parents et à leur avocat de famille abasourdi. La guerre s'était déplacée sur un nouveau champ de bataille officiel. Les retombées sociales ont été tout aussi dévastatrices. Nous avons appris par tante Carole, qui m'a appelé non pas pour s'excuser mais pour m'accuser hystériquement de détruire la famille, que mon père avait été poliment mais fermement prié de démissionner de son poste prestigieux au conseil d'administration de son église. La famille Dubois était un pilier de cette communauté, et leur désapprobation silencieuse pesait plus lourd que n'importe quelle plainte formelle. Ma mère, dont toute l'identité était liée à son calendrier social et à son statut de présidente de comité pour diverses œuvres de bienfaisance, est soudainement devenue persona non grata. Ses appels téléphoniques restaient sans réponse, ses invitations à déjeuner étaient poliment déclinées. Ils avaient construit leur monde sur une base d'image et de réputation, et du jour au lendemain, cette fondation s'était effondrée en poussière. Une semaine plus tard, le bureau de Jessica a reçu un appel de leur avocat, un homme nommé Henderson, demandant une réunion pour discuter d'une résolution potentielle. Nous prenons la réunion, m'a conseillé Jessica par téléphone, sa voix vive et confiante. C'est un signe de faiblesse. Ils savent que nous les tenons. Nous ne négocierons pas. Nous dicterons les termes. Je veux que tu sois là. Je veux qu'ils te voient assis à côté de moi, complètement en contrôle. La réunion s'est tenue dans une grande salle de conférence intimidante au 40e étage de l'immeuble de bureau du centre-ville de Jessica. La vue sur la ville était spectaculaire. Je me suis assis d'un côté d'une immense table en acajou poli, vêtue d'un costume sur mesure impeccable. Jessica s'est assise à côté de moi, une mallette en peau d'alligator sur la table devant elle. Mes parents et Julien ont été introduits quelques minutes plus tard. Ils ressemblaient à des fantômes. Ils étaient ratatinés, pâles et épuisés. Les vêtements chers flottaient sur eux différemment maintenant, ressemblant moins à un uniforme de pouvoir qu'à un costume bon marché. Leur avocat, Henderson, un homme aux yeux fatigués et aux épaules affaissées, s'est raclé la gorge et a commencé par un faible appel. Madame Allègre, Marc, nous sommes tous ici aujourd'hui dans l'espoir de pouvoir résoudre cette affaire à l'amiable, en famille. Un procès de cette nature, avec ce genre d'allégations, c'est tellement terriblement destructeur pour les liens familiaux. Jessica a laissé le silence planer dans l'air un instant avant de répondre. Elle n'a pas élevé la voix, elle n'en avait pas besoin. Ses mots étaient comme des éclats de glace. Monsieur Henderson, a-t-elle commencé, se penchant lentement en avant, soyons parfaitement clairs. Ceci a cessé d'être une affaire de famille au moment où vos clients ont conspiré pour commettre plusieurs crimes contre mon client. Nous ne sommes pas ici pour discuter de liens. Nous sommes ici pour discuter de restitution. Elle a ouvert sa mallette et a produit un épais classeur à spirale. Elle l'a glissé au centre de la table avec un bruit sourd. Dans ce classeur, dit-elle, sa voix froide et méthodique, vous trouverez des copies des relevés de virement de la fiducie Béatrice Leclerc. Vous trouverez un affidavit sous serment et notarié d'un expert en écriture reconnu nationalement confirmant que la signature sur le formulaire de décaissement est une contrefaçon. Vous trouverez des relevés bancaires montrant la trace directe de ces fonds volés vers Julien Venture SAS. Elle a ensuite fait glisser une photo brillante de 20x25 sur la table. C'était un arrêt sur image parfaitement clair de la vidéo de Georges, une photo parfaite du visage de mon père déformé par un masque de pure rage alors qu'il me criait dessus à travers le portail. Nous avons également 3 heures de preuves vidéo en haute définition documentant l'intrusion criminelle de vos clients, leurs troubles à l'ordre public et les multiples menaces de violence proférées par votre client, Monsieur Richard Leclerc. Finalement, elle a poussé une copie du contrat de traiteur en avant. Et ceci est le contrat frauduleux conclu en utilisant les informations de carte de crédit volées de mon client. Nous avons une déclaration complète du service de fraude de la société de carte de crédit. Ils sont très intéressés par cela, au fait. Elle s'est adossée à sa chaise, une image de pouvoir absolu et inattaquable. Mon client n'est pas intéressé par des excuses. Il n'est pas intéressé par une séance de thérapie familiale. Il est intéressé par la justice. Le chiffre de 2 millions d'euros indiqué dans notre plainte n'est pas une tactique de négociation. C'est notre offre d'ouverture.
Nous sommes entièrement prêts à aller jusqu'à un procès devant jury, et franchement, je ne peux pas imaginer un jury en France qui ne serait pas ravi de faire un exemple de vos clients. Je vous conseillerais donc vivement d'avoir une conversation très sérieuse avec eux sur les avantages d'un règlement rapide, discret et complet. J'ai regardé leur visage. Mon père, le titan de la salle d'audience, était cendré et silencieux. Ma mère semblait essayer de se ratatiner sur sa chaise. Julien fixait simplement la surface polie de la table comme si elle détenait les réponses à l'univers. Ils étaient entrés en espérant trouver une faille dans ma résolution, une faiblesse qu'ils pourraient exploiter. Au lieu de cela, ils étaient tombés directement dans un échec et match juridique parfaitement exécuté. J'ai regardé de l'autre côté de la table les 3 personnes qui avaient essayé de m'effacer. Je ne ressentais aucune rage. Je ne ressentais aucune pitié. Je ne ressentais absolument rien. Et dans ce néant, j'ai trouvé ma liberté. Les mois qui ont suivi cette réunion dans le bureau de Jessica ont été un démantèlement silencieux et méthodique de la vie de ma famille telle qu'ils la connaissaient. Face à une affaire ingagnable et à l'humiliation publique d'un procès, ils ont été acculés. Leur avocat, Henderson, leur a clairement conseillé que leur seule option était de régler. Ils ont essayé de se battre, bien sûr. Il y a eu des offres dérisoires, des tentatives de faire traîner la procédure, des appels pathétiques par des voies détournées. Jessica les a tous balayés comme des mouches. Elle était une force de la nature, et elle était de mon côté. Finalement, ils ont capitulé. Le règlement portait sur une somme substantielle à 7 chiffres en euros. Pour le payer, ils ont été contraints de vendre leur vaste maison dans la banlieue riche où j'ai grandi, la maison même d'où ils m'avaient jeté. Ils ont dû liquider la plupart de leur portefeuille d'investissement et encaisser leurs fonds de retraite. Tout ce sur quoi ils avaient construit leur identité ou la maison, le statut social, l'illusion de la richesse a été dépouillé. La justice n'était pas seulement un concept, c'était une facture qui était enfin arrivée à échéance. Pendant cette période, ma propre vie a commencé à s'épanouir de manière inattendue. L'histoire du non-mariage, comme on l'a appelé, avait circulé parmi l'élite de la ville. Alors que certains des types les plus conservateurs prenaient le parti de mes parents, un nombre surprenant de personnes ont été impressionnées par mon audace et ma réflexion stratégique. Mon studio de design, déjà prospère, a été soudainement inondé d'appels de nouveaux clients de haut niveau. L'un d'eux était un milliardaire de la technologie, un homme qui avait en fait été sur la liste des invités d'origine pour le mariage. Il s'était présenté, avait vu le festival de la fierté en pleine effervescence, avait entendu l'histoire et, apparemment, avait bien ri. Il a appelé mon bureau une semaine plus tard. « J'aime votre façon de penser, Leclerc », avait-il dit au téléphone. « Vous ne vous contentez pas de jouer le jeu, vous changez l'échiquier. J'ai besoin de ce genre de réflexion pour l'image de marque de ma nouvelle entreprise. Le poste est à vous si vous le voulez. » C'était le plus gros contrat de ma carrière. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. L'événement même que ma famille avait orchestré pour coopter mon succès pour leur propre image avait échoué si spectaculairement qu'il avait fini par catapulter ma carrière à un tout autre niveau. Mais la transformation la plus profonde est venue de ce que j'ai choisi de faire avec l'argent du règlement. L'argent me semblait souillé, produit de la douleur et de la trahison. Je n'en voulais pas dans ma vie. J'ai donc décidé de le recycler. J'ai pris les 200 000 € d'origine, le montant exact de mon héritage volé, et j'ai travaillé avec un conseiller financier pour créer une fondation caritative. Je l'ai nommée la Bourse Béatrice Leclerc, un hommage au seul membre de ma famille qui ait jamais cru en mes rêves. Sa mission était simple, fournir des subventions et des bourses à de jeunes artistes, musiciens et écrivains qui avaient été reniés ou financièrement coupés de leur famille pour avoir choisi une voie créative. La première cérémonie de remise des bourses a été un événement simple et magnifique organisé dans mon jardin. La pelouse où mon père avait l'intention de se tenir et de regarder son fils préféré se marier était maintenant remplie d'une douzaine de jeunes gens brillants et pleins d'espoir, leur énergie un contrepoint vibrant au souvenir de ce qui aurait pu être. Je me suis levé et j'ai dit quelques mots, puis j'ai appelé le nom de la première lauréate, une jeune peintre farouchement talentueuse nommée Manon. Elle avait été mise à la porte de chez elle pour avoir refusé de se spécialiser en comptabilité. Alors que je lui remettais le chèque surdimensionné, elle la regardait avec des larmes coulant sur son visage. Je dormais dans ma voiture la semaine dernière, m'a-t-elle murmuré, la voix épaisse d'émotion. Je pensais vraiment que j'allais devoir tout abandonner. Ça, ce n'est pas seulement de l'argent. C'est une seconde chance. C'est quelqu'un qui dit, je te vois. Ce que tu fais compte. En la regardant dans les yeux,
en voyant le talent brut et la détermination féroce qui avaient failli être éteints, j'ai ressenti un sentiment de paix et de but qui était plus satisfaisant que n'importe quelle victoire ou acte de vengeance. J'avais pris le poison de mon passé et l'avais transformé en antidote pour l'avenir de quelqu'un d'autre. Environ un an après la finalisation du règlement, je quittais tard un soir mon immeuble de bureau quand je les ai vus. Mes parents. Ils m'attendaient sur le trottoir, blottis l'un contre l'autre sous un lampadaire. Ils ressemblaient à des étrangers. Les vêtements chers et sur mesure avaient disparu, remplacés par des versions de grands magasins mal ajustés. La posture puissante de mon père avait disparu, remplacée par un affaissement d'effet. Ma mère, qui avait toujours été si impeccablement mise, avait l'air élimée sur les bords. « Marc » a dit ma mère, se mettant sur mon chemin, sa voix mince, suppliante. « Marc, s'il te plaît. Nous voulons juste parler. Juste une minute. » Je me suis arrêté, mon corps se tendant. J'ai gardé une distance prudente de 1,50 m entre nous. Nous n'avons rien à nous dire, ai-je dit, ma voix plate et dépourvue d'émotion. Nous sommes désolés, a lâché mon père, les mots sonnant artificiels et douloureux sortant de ses lèvres. Il avait l'air désespéré, ses yeux brillants d'une lumière suppliante et frénétique que je n'avais jamais vue auparavant. Nous savons que nous avons fait une terrible erreur. Une horrible erreur. Mais tu dois comprendre, nous étions ruinés. Mes investissements ont mal tourné après la crise de 2008. Nous le cachions depuis des années, vivant à crédit. L'argent avait disparu. Ce mariage, la famille d'Annabelle, c'était notre seule issue. Nous allions être en faillite, sans abri. Nous étions désespérés. Voilà. La grande confession. La dernière vérité pathétique. Il ne s'agissait pas seulement de leur fierté ou de leur préférence pour Julien. Il s'agissait d'autopréservation. C'étaient deux personnes en train de se noyer, et elles étaient prêtes à m'entraîner avec elles, à me voler, à commettre une fraude, à sacrifier toute ma vie juste pour garder la tête hors de l'eau. Ce n'était pas une justification. C'était l'aveu ultime de leur propre faillite morale. J'ai regardé leur visage, gravé de la laideur de l'apitoiement sur soi et du désespoir. J'ai attendu une lueur de quelque chose en moi, un fantôme de pitié, un écho d'amour, un pincement d'histoire partagée. Mais il n'y avait rien. La porte de cette partie de mon cœur, la partie qui avait autrefois aspiré à leur approbation, était verrouillée et barrée. La pièce était vide. Ils n'étaient plus les géants qui m'avaient chassé. Ils n'étaient que deux tristes vieux étrangers sur un trottoir, racontant une histoire de leur propre fabrication. J'ai regardé mon père, puis ma mère. Je leur ai fait un petit signe de tête finale. Ce n'était pas un signe de pardon ou de compréhension. C'était un signe de renvoi. Puis, sans dire un autre mot, je les ai contournés et j'ai continué à marcher dans la rue, dans l'air frais de la nuit. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas regardé en arrière. Il n'y a pas eu de discours final dramatique, juste le rythme calme et régulier de mes pas s'éloignant de mon passé et vers mon avenir, les laissant derrière moi pour de bon. Ce soir, 2 ans plus tard, ma maison est remplie de chaleur et de lumière. Les arêtes vives du passé se sont adoucies, les souvenirs sont maintenant des notes de bas de page dans une histoire beaucoup plus vaste. J'organise un petit barbecue sur ma terrasse, une réunion décontractée sous un ciel plein d'étoiles. Georges est au grill, se disputant avec mon avocate, Jessica, à propos de la fin d'une série télévisée populaire. Ils sont devenus de bons amis, un fait qui m'amuse sans fin. Sophie, du centre communautaire, est là, montrant des photos de la nouvelle aile jeunesse qu'ils ont pu construire grâce au succès des 2 derniers festivals de la fierté organisés sur cette même propriété. Manon, la première lauréate de la bourse Béatrice, est là aussi, fraîchement sortie de sa première exposition solo à guichet fermé. Elle est en pleine conversation avec les nouveaux lauréats de la bourse, un groupe de jeunes musiciens talentueux, leur offrant des conseils et des encouragements. C'est ça, me dis-je en regardant autour de moi, ma famille. Une mosaïque de personnes incroyables réunies non pas par les obligations du sang, mais par le libre choix du respect mutuel, du soutien et de l'amour. C'est la famille que j'ai construite, la famille que j'ai choisie, la famille qui m'a choisi en retour. Je pense rarement à mes parents maintenant. Ils existent quelque part dans le monde, vivant une vie que je ne peux plus imaginer. J'ai entendu dire par des oui-dire que Julien avait déménagé dans une autre région. Il suit une thérapie, occupe un emploi modeste et essaie apparemment de se démêler du réseau toxique que nos parents ont tissé. Je ne lui en veux pas. J'espère sincèrement qu'il trouvera sa propre paix, loin de leur influence. Mais son voyage est le sien.
Il n'est plus mêlé au mien. Mon attention est ici, dans ce cercle de rire, dans le tintement des verres, dans le silence facile et confortable qui ne peut exister qu'entre des personnes qui tiennent vraiment les unes aux autres. Parfois, tard dans la nuit, je me tiens seul sur cette terrasse et je regarde les garrigues sombres et endormies. C'est la même vue que je contemplais ce terrible dimanche matin, mais elle me semble différente maintenant. Ce n'est plus seulement ma forteresse ou mon sanctuaire. C'est un témoignage d'une vérité puissante, que vous pouvez construire un jardin magnifique et florissant sur une terre brûlée. Vous pouvez prendre le poison du passé et le transformer alchimiquement en médicament pour l'avenir. Mes parents ont essayé d'utiliser cet endroit comme une scène pour leurs mensonges. Ce faisant, ils m'ont involontairement forcé à découvrir ce qu'est vraiment un foyer. Ce ne sont pas 4 murs et une vue spectaculaire. C'est un sentiment. C'est la sécurité. C'est l'acceptation. C'est le profond réconfort de savoir que vous êtes vu, valorisé et aimé pour exactement qui vous êtes, pas pour ce que les autres exigent que vous soyez. Je prends mon verre, le tapotant doucement avec une cuillère. La conversation s'apaise, et tous les yeux se tournent vers moi, leurs visages illuminés par la douce lueur chaude des guirlandes lumineuses. Je veux juste vous dire merci, dis-je, ma voix stable et claire. D'être ici. D'être vous. À la famille choisie. À la famille choisie, un chœur de voix répond en écho. Le son des verres qui trinquent est une musique douce et pleine d'espoir qui résonne dans la nuit provençale claire. Et dans ce son, dans ce moment, je suis enfin, complètement et irrévocablement en paix. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà dû tenir tête à votre propre famille pour vous protéger? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite.